Bonsoir, bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour la 3e conférence donc, du cycle consacré à l'énergie, l'heure des choix. Alors pour peut-être ceux qui n'ont pas été là pour les précédentes séances, donc, on a abordé les enjeux auxquels nos sociétés sont confrontées donc, dans le domaine de la production et de la consommation énergétique. Et les ruptures scientifiques et techniques envisageables qui permettaient d'y faire face. Ont été également abordés les développements des réseaux intelligents qui permettraient de mieux gérer et économiser l'énergie en s'adaptant en temps réel aux besoins des consommateurs à l'échelle du territoire national et également à l'échelle européenne. Alors l'énergie est aussi une question qui implique la communauté internationale tout entière. Et donc ça va être l'objet de la conférence de ce soir. On va aborder les enjeux géopolitiques de l'énergie avec vous, Claude Mandy. Merci d'être là. Donc vous êtes ancien directeur de l'Agence internationale de l'énergie et aujourd'hui expert indépendant. Donc je vais bientôt vous laisser la parole. Je voulais juste vous rappeler donc que le dernier rendez-vous donc sur ce sujet serait une table ronde. Donc je vous invite à être présent la semaine prochaine parce qu'on a un très beau plateau et donc ce débat donc sera autour donc de la responsabilité des entreprises en termes de consommation d'énergie. Voilà, donc je vous laisse la parole, Monsieur Mandy. Très bonne conférence. On peut y aller ? Bien, merci pour cette introduction. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et merci d'avoir pris la peine de vous déplacer pour m'écouter. Comme vous l'avez compris, je ne suis pas un universitaire. Je suis un fonctionnaire qui a occupé des postes de responsabilité, aussi bien au niveau national que dans une organisation internationale. Je dis ça parce que je ne vais pas vous exposer, comme il se fait souvent dans une conférence comme celle-là, le fruit de mes recherches. Je vais simplement partager avec vous mon expérience. Et j'ajoute que je suis libre de tout attachement aujourd'hui, puisque je suis retraité. Par conséquent, je vais vous exposer mes idées. On a le droit de ne pas être d'accord avec elles, mais en tout cas, je ne représente que moi-même et il ne faudrait pas inférer que ce que je vais vous dire représente la position de tel ou tel gouvernement ou de telle ou telle organisation. Aborder la géopolitique à propos de l'énergie, c'est traiter, me semble-t-il, essentiellement de 2 sujets que je vais en effet aborder. D'une part, la sécurité de l'approvisionnement en énergie et d'autre part, la lutte contre le changement climatique. Sécurité, d'abord, la communauté internationale s'organisera-t-elle pour que chacun dispose de suffisamment d'énergie pour satisfaire ses besoins? C'est la question de la sécurité. Le changement climatique ensuite. Si j'avais fait cette conférence il y a 15 ans, je pense qu'on n'aurait parlé que de sécurité, on n'aurait pas parlé de changement climatique à propos de géopolitique, mais maintenant c'est le sujet majeur. Et la question, c'est cette même communauté internationale s'organisera-t-elle pour éviter que la production et la consommation d'énergie causent des dommages irréversibles au climat? Parce qu'en effet, peut-être j'aurais dû le préciser d'entrée de jeu, il faut bien voir que le problème du changement climatique est pour l'essentiel un problème énergétique. Les 3/4 des gaz à effet de serre qui sont émis par l'activité humaine, je parle de cela seulement, le sont à l'occasion de la production ou de la consommation d'énergie fossile. C'est donc un problème énergétique. Avant d'aborder ces 2 sujets, plus peut-être quelques autres, je voudrais faire 2 petites remarques préliminaires dont je vous prie de m'excuser, mais j'imagine, sans le savoir, j'imagine que les compétences dans le domaine de l'énergie sont diverses, y compris au sein de l'auditoire,
Et j'ai 2 petites remarques préalables à faire qui peut-être n'apprendront strictement rien à certains d'entre vous. Je vous prie, je les prie de m'en excuser par avance. Premièrement, je vais avoir à plusieurs reprises à évoquer les catégories d'énergie primaire et énergie secondaire. Il faut bien comprendre ce que cela signifie. Défiant la logique, je vais commencer par l'énergie secondaire. Vous allez voir que c'est plus commode. Une énergie secondaire, c'est une énergie qui est disponible pour la consommation, mais qui résulte d'une transformation industrielle à partir d'une autre énergie. Alors, je donne des exemples pour que ce soit clair. Un carburant automobile, c'est une énergie secondaire, parce que cela résulte de la transformation dans une usine qu'on appelle une raffinerie du pétrole brut. L'électricité produite dans une usine de production d'une centrale électrique alimentée par du gaz ou du charbon, c'est une énergie secondaire. Il y avait du gaz ou du charbon qui ont été transformés dans une centrale pour produire de l'électricité. Exemple un peu moins habituel, l'hydrogène, dont on dira peut-être un petit mot, dont M. Papon a sans doute parlé lors d'une des précédentes conférences. C'est une énergie secondaire. Il est produit à partir de la transformation de l'eau ou du gaz naturel par une autre énergie, en particulier l'électricité sous forme d'électrolyse. En revanche, il y a des énergies primaires, c'est-à-dire celles qui n'ont pas eu besoin d'être transformées à partir d'autres énergies. Quelles sont ces énergies ? Il y a un petit peu de convention dans cette catégorisation. Par convention, les énergies primaires sont d'abord toutes les énergies fossiles, c'est-à-dire charbon, pétrole et gaz. On les appelle fossiles parce qu'elles résultent d'une accumulation de matière organique dans les aires géologiques. Mais aussi les énergies renouvelables, l'hydraulique, l'éolien, le photovoltaïque, les autres énergies renouvelables, et également le nucléaire. Donc ces énergies sont des énergies dites primaires et celles qui résultent de la transformation de ces énergies primaires sont des énergies secondaires. Pourquoi est-ce que je vais être amené à utiliser ces notions ? C'est parce que vous vous rendez bien compte que pour parler de sécurité d'approvisionnement, il faut faire la distinction. Je prends un seul exemple pour bien vous montrer de quoi il s'agit. Prenez le cas de l'Iran. L'Iran est un des plus grands producteurs de pétrole au monde et il détient des réserves extrêmement importantes. C'est un grand exportateur, un peu moins en ce moment du fait des sanctions internationales, mais enfin potentiellement c'est un très grand exportateur. Eh bien l'Iran, aussi bizarre que cela puisse paraître, manque cruellement de carburant et est obligé d'en importer. Pourquoi ? Parce que son réseau de raffinerie, son outil de raffinage est insuffisant, obsolète, non entretenu, notamment du fait des sanctions d'ailleurs. Mais c'est pour dire qu'on peut à la fois être assis sur un tas de pétrole et manquer de carburant. Ce n'est pas la même chose, l'énergie primaire et l'énergie secondaire. Deuxième petite remarque préalable. Il y a en réalité 2 domaines de consommation d'énergie qui sont de plus en plus distincts. Il y a d'abord le domaine du transport. Transport des personnes, transport des marchandises. Et ce domaine, pour ce domaine, il y a une domination absolue du pétrole. 95% des besoins d'énergie pour le transport dans le monde, je parle toujours du monde, sont assurés par les produits pétroliers.
Il y a bien quelques trains qui fonctionnent à l'électricité, mais au total, ça ne fait pas plus de 5% de la consommation d'énergie mondiale pour le transport. Pourquoi? Pour une raison simple, que d'ailleurs M. de la Palisse n'aurait pas désavoué, c'est parce que le pétrole est un liquide et qu'on n'a jamais trouvé rien de plus astucieux qu'un liquide pour remplir le réservoir d'un engin qui se déplace. Essayez de mettre du charbon dans le réservoir de votre voiture, vous aurez du mal. Ça a été essayé pendant la guerre, vous savez, les gazogènes, mais enfin, ce n'était pas un grand succès. Donc il y a d'une part le transport avec l'archidomination du pétrole, et puis il y a tout le reste. Tout le reste, c'est-à-dire les besoins de chauffage, d'éclairage, de force motrice pour des moteurs fixes, pour les usines, la climatisation, etc. Tous ces usages, les usages industriels d'une façon générale, pour tous ces usages, eh bien, on peut dire qu'il y a l'ensemble des autres énergies primaires, c'est-à-dire très peu le pétrole, très peu le pétrole. Il y a encore une partie du chauffage, par exemple, dans notre pays, qui est assurée par le gazole, le fuel oil domestique, qui est donc un produit pétrolier, mais c'est en réduction. Pour l'essentiel, tous ces usages sont assurés soit par le charbon, soit par le gaz, soit par les énergies renouvelables. Et j'ajoute que ces énergies sont en concurrence entre elles. Elles sont substituables l'une à l'autre. Vous pouvez faire de l'électricité, énergie secondaire, soit à partir de charbon, soit à partir de gaz, soit à partir de nucléaire, soit à partir de renouvelables, et même à partir de pétrole dans les groupes électrogènes. Vous pouvez vous chauffer soit à partir de charbon, soit à partir de gaz, soit à partir de pétrole, soit à partir d'électricité. Donc, il y a concurrence, alors qu'il n'y en a aucune, ou pratiquement aucune, on parlera des exceptions tout à l'heure, dans le domaine du transport. Donc, ce sont vraiment deux marchés très différents, deux organisations différentes et naturellement des problèmes différents, aussi bien en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement qu'en ce qui concerne d'ailleurs le changement climatique. Alors, j'en viens maintenant au premier de mes deux grands thèmes, qui est la sécurité d'approvisionnement. Et je voudrais vous dire, pendant ce moment, cette section, non pas qu'il n'y a pas de problème, il y en a, bien au contraire, mais que les problèmes ne sont pas toujours là où on le croit. Et je vais prendre deux exemples, plutôt que de faire une démonstration très générale. Je vais prendre l'exemple du pétrole, et puis je vais prendre l'exemple du gaz naturel en Europe. Si on demande à l'homme de la rue s'il y a des problèmes de sécurité d'approvisionnement en ce qui concerne le pétrole et lesquels, j'imagine que le plus souvent, la réponse sera oui, il y en a deux. Le premier, c'est que nous dépendons de régimes peu sympathiques dans les pays de l'OPEP et au Moyen-Orient, et que par conséquent il y a des risques d'utilisation politique du pétrole. Et la deuxième réponse sera, puis de toute façon du pétrole on va bientôt en manquer, puisque on s'approche de l'épuisement des réserves géologiques de pétrole. Je voudrais vous dire maintenant que ces deux raisons me paraissent erronées. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Je vais vous dire quels sont les problèmes. De mon point de vue, je ne vais pas répéter ça à chaque fois. Le risque d'utilisation du pétrole comme arme politique, d'abord. Ça a été fait une fois. En 1973, 1973-1974, à l'occasion de la guerre
Excusez-moi, je ne me rappelle jamais si c'est la guerre du Kippour ou la guerre des 6 jours. C'est la guerre du Kippour, celle-là. Bon. Et si je ne me trompe pas. Vous, les plus anciens, ceux qui ont mon âge, s'en souviennent. Les autres l'ont sans doute appris. Donc, les pays de l'OPEP ont, d'une part, massivement augmenté les prix du pétrole. À l'époque, ils étaient en mesure de fixer les prix. Et deuxièmement, ils ont supprimé les approvisionnements pour un certain nombre de pays qu'ils considéraient comme menant une politique particulièrement hostile au monde arabe. Je pense sérieusement qu'ils ne recommenceront jamais. Ça a été une catastrophe pour eux. C'est une catastrophe pour eux d'abord parce que les pays consommateurs se sont lancés dans des politiques extrêmement hardies et avec le recul extrêmement réussi, il faut dire, de moindre dépendance à l'égard du pétrole. Ça a été, dans un certain nombre de pays comme le nôtre, un développement massif du nucléaire. Vous allez me dire, mais non, le pétrole c'est pour le transport et le nucléaire c'est pour l'électricité, vous venez de le dire. Attention, c'est vrai aujourd'hui. En 1973, une partie très très importante de l'électricité était produite par du pétrole, à partir de fuel lourd. Donc, ça a été en France un programme nucléaire dont je n'ai pas besoin de dire à quel point il était ambitieux. Ça a été un peu partout dans le monde des programmes massifs d'efficacité énergétique, la création de l'Agence pour les économies d'énergie, devenue maintenant l'ADEME en France, mais je prends des exemples français, mais c'était vrai dans le monde entier. Donc, les pays consommateurs ont réussi à surmonter cette crise pétrolière. Ça, c'est une première chose. Et donc, au détriment des pays producteurs. Les pays producteurs de pétrole avaient une part du marché de l'énergie beaucoup plus importante en 1973 que celle qu'ils ont encore aujourd'hui. Deuxièmement, peut-être moins important, mais je le dis parce qu'il s'agit d'une organisation que j'ai dirigée jusqu'à ma retraite, les pays consommateurs ont créé un filet de sécurité en créant des stocks stratégiques avec une organisation chargée de les gérer et de les mettre sur le marché en cas d'éventuelles nouvelles ruptures d'approvisionnement. Cette organisation, c'est l'Agence internationale de l'énergie, une agence de l'OCDE qui a son siège à Paris et que j'ai eu l'honneur de diriger jusqu'en 2007. Ce qui est amusant d'ailleurs, je dis ça juste pour la petite histoire, c'est que les ruptures d'approvisionnement peuvent intervenir pour d'autres raisons et les stocks stratégiques de l'Agence internationale de l'énergie ont été utilisés en des occasions que ses créateurs n'avaient certainement pas anticipées. La dernière fois qu'ils ont été utilisés, j'ai dirigé l'agence, c'était en 2005 à l'occasion des ouragans dans le golfe du Mexique. Les ouragans dans le golfe du Mexique, les fameux ouragans Rita et Katrina, ont provoqué l'arrêt pour plusieurs semaines et parfois pour plusieurs mois, pas tellement de la production de pétrole dans le golfe du Mexique, enfin celle-là aussi, mais il y avait des ressources ailleurs dans le monde, mais surtout l'arrêt de toutes les raffineries du golfe du Mexique qui ont été noyées. Et ce qui fait que la moitié des États-Unis se sont trouvés à court de produits pétroliers, à court de carburant. Vous imaginez les États-Unis sans carburant. Et l'agence a mis sur le marché des carburants qu'elle avait disponibles, surtout en Europe, et ceci a été un très grand succès. Enfin, je ferme cette parenthèse. Donc, je crois très franchement que les pays producteurs se sont jurés,
Ils ne le diront jamais publiquement, ils ne diront jamais le contraire non plus, mais je crois qu'ils se sont jurés de ne pas recommencer cette expérience qui a été infiniment plus nuisible pour eux qu'elle ne l'a été pour les pays consommateurs. On peut dire au contraire, avec le recul, que ça a été une chance pour les pays consommateurs. Ça leur a permis de prendre des mesures dont maintenant on se rend compte à quel point elles étaient de toute façon nécessaires. Alors, vous allez me dire, oui, mais et la Chine qui n'arrête pas d'acheter des réserves à droite et à gauche, est-ce que c'est pas un danger géopolitique, ça? Est-ce qu'elle ne risque pas de nous prendre des réserves sur lesquelles nous pourrions compter? Le pétrole est une substance qui se déplace très très bien et pour un coût très très faible. Ça veut dire que le marché pétrolier est unifié dans le monde. Une cargaison de pétrole produite dans un endroit peut aller alimenter un consommateur n'importe où sur la planète. C'est un petit peu comme une très grande baignoire dans laquelle il y a beaucoup de robinets et puis les consommateurs puissent dans la baignoire. Alors, que les Chinois, que les entreprises chinoises décident de prendre des participations et des positions dans un certain nombre de gisements, pourquoi pas? Ça veut dire que c'est des gisements qui peut-être satisferont leur consommation, mais de toute façon, ça veut dire qu'ils ne tireront pas sur d'autres gisements qui seront à la disposition des consommateurs. Encore une fois, ils vont en fait tirer sur la baignoire. Et si en plus, ils ont, eux, le culot d'aller prospecter et acquérir des positions dans des pays extrêmement difficiles, extrêmement peu accueillants, je ne veux pas citer de nom parce que c'est une conférence publique, mais enfin, il y a un certain nombre de pays d'Afrique de l'Est où la plupart des compagnies pétrolières n'ont pas très très grande envie d'aller. Si les Chinois ont envie d'y aller, j'ai envie de dire, tant mieux, ça contribue à plus remplir la baignoire. Alors, la deuxième question, je vais vous dire après quels sont les vrais problèmes, parce qu'il y en a, mais la deuxième question, c'est celle de l'épuisement des ressources. Vous avez entendu parler souvent de ce qu'on appelle le peak oil, la théorie du peak oil. On devrait dire d'ailleurs la théorie de l'oil peak, je ne sais pas pourquoi on dit peak oil, mais c'est comme ça. C'est une théorie professée par un certain nombre de personnes compétentes et intelligentes, ce qui fait que je vais la critiquer très fortement, mais en même temps avec une certaine humilité. Il est possible que ce soit moi qui me trompe. C'est une théorie qui dit la chose suivante. Les ressources géologiques de pétrole sont finies, sont limitées. Ça, c'est une évidence. Leur mise en production obéit à ce que les statisticiens appellent une loi normale, c'est-à-dire en termes plus courants à une courbe de Gauss, en termes encore plus courants à une courbe en cloche. Vous savez, le chapeau symétrique. Du coup, et ça c'est mathématique, disent-ils, dès lors qu'on aura consommé la moitié des ressources ultimes de la planète, eh bien forcément, on bascule de l'autre côté du sommet de la courbe de Gauss, donc la production de pétrole ne pourra que décroître. Et rajoutent ces personnes, alors là, ils ne sont pas tous d'accord entre eux, ce qui est normal. Certains disent c'est déjà fait, on ne s'en rend pas bien compte. D'autres disent c'est pour les 5 prochaines années. D'autres disent c'est pour les 10 prochaines années. Tel quel, c'est-à-dire présenté comme je viens de le faire, on me dira peut-être de façon un peu simpliste, je crois cette théorie complètement erronée pour les raisons suivantes. Premièrement,
personne, je dois dire, personne n'a réussi jusqu'ici à me faire une démonstration convaincante que c'était une loi normale, c'est-à-dire que la loi de mise en production des gisements pétroliers obéissait à une courbe en cloche. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Deuxièmement, pour dire, à supposer même que ce soit une courbe en cloche, pour dire qu'on a atteint le moyen, la moitié de la production de l'ensemble des ressources géologiques de la planète, il faut savoir quelle est 100% des ressources géologiques de la planète. Vous ne savez que vous avez atteint 50% que si vous savez quel est le 100%. Eh bien ça, mesdames et messieurs, c'est incroyablement difficile à savoir, et je dirais même que c'est impossible. Le pétrole, il faut bien avoir conscience de ce que c'est qu'un gisement de pétrole. Il y a des gens qui pensent que c'est, pas vous, j'en suis sûr, qui pensent que c'est un lac souterrain sur lequel on peut faire du canoë. C'est pas du tout comme ça. Si on veut avoir une image de ce que c'est qu'un gisement de pétrole, il vaut mieux penser à une éponge. Pensez à une éponge. En fait, ce sont des couches géologiques un peu poreuses, du sable, du calcaire, imprégnées de pétrole. Alors, premièrement, vous vous rendez compte de la difficulté qui consiste à savoir quel est le volume de l'éponge. Deuxièmement, toute personne qui a essayé, en prenant son bain, c'est-à-dire tout le monde, j'imagine, de presser une éponge pour savoir combien il y avait de liquide dedans, c'est qu'il n'y a pas de réponse claire à cette question. Vous pressez, vous avez l'impression que vous avez épuisé toute l'eau qui est dans l'éponge, vous revenez 5 minutes après, vous pressez encore et vous avez encore quelques gouttes qui tombent. Là, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez savoir combien il y a de pétrole en terre que lorsque vous l'avez exploité. Et même dans ce cas-là, vous ne savez pas, parce que vous ne savez pas combien vous en avez laissé et combien vous pourriez peut-être en reprendre ultérieurement par une modification des techniques. Troisièmement, dire que les ressources géologiques, enfin c'est une autre façon de dire un peu la même chose, sont des ressources finies, même si dans l'absolu c'est vrai parce que la Terre est finie, c'est quand même très très largement faire fi du progrès technologique. Et il faut, enfin je ne vais pas dire le contraire, surtout à la Cité des sciences et de l'industrie, il faut quand même, tout en étant raisonnable et sans s'emballer, il faut quand même penser que le progrès technologique, c'est quelque chose de bien qui peut donner des résultats. Je vais vous donner un exemple, non pas sur le pétrole, mais sur le gaz. Le raisonnement est exactement le même pour le gaz que pour le pétrole. Mais je prends un exemple gazier parce que c'est le plus récent. Jusqu'à il y a 1 an et demi, ça fait pas longtemps, on pensait connaître à peu près les ressources ultimes gazières. Avec approximation, mais on pensait avoir une assez bonne approximation. Et puis voilà qu'il y a 1 an et demi, le progrès technique, c'est vraiment le progrès technique, a rendu possible l'exploitation de quantités absolument énormes de gaz, qu'on appelle gaz non conventionnel, aux États-Unis. Ce qui a augmenté de 20% l'ensemble des réserves gazières connues. Ce qui est bien la preuve que ces ressources dites ultimes, en réalité, nous ne les connaissons pas et que le progrès technique peut les modifier. Donc, je ne crois pas à la théorie du peak oil présentée comme le fait que nous allons bientôt manquer de ressources pétrolières ou gazières géologiques. Ce n'est pas pour autant que nous n'allons pas avoir de problème. Et nous n'allons pas avoir de problème
Non pas, je viens de le dire, pour une raison géologique, mais pour une raison d'investissement. Il faut que j'explique cela. Pour produire les produits pétroliers dont le monde a besoin, et notamment le transport, il faut des investissements absolument considérables. Ce que je vais dire pour le pétrole est d'ailleurs vrai pour l'ensemble des énergies. Je pourrais dire la même chose pour la production d'électricité, je pourrais dire la même chose pour le gaz. L'Agence internationale de l'énergie dont je parlais tout à l'heure et que j'ai dirigée a essayé de faire une estimation de l'ensemble des besoins d'investissement dans le domaine de l'énergie d'ici à 2035, pour les 25 prochaines années. Et elle a trouvé un chiffre d'environ 30 000 milliards de dollars. 30 000 milliards, 30 trillions, comme on dit parfois, de dollars. Bon, c'est une somme qui paraît énorme. Si vous la répartissez sur le monde entier sur 25 ans, elle est peut-être un petit peu moins, mais le problème n'est pas tellement que ce soit beaucoup ou pas, c'est qu'on n'est absolument pas sur la trajectoire en ce moment pour faire les investissements qui permettraient de faire ces 30 000 milliards. Le monde investit beaucoup moins dans le domaine énergétique, beaucoup moins. On peut se demander pourquoi. Alors, il y a un certain nombre de raisons qu'on peut invoquer. L'incertitude. Alors, il y a une raison immédiate. C'est la crise financière qui rend plus compliqué tous les financements extrêmement lourds qui sont nécessaires. Il y a une raison plus fondamentale, c'est l'incertitude économique et politique qui n'a, je crois, jamais été aussi grande. Y aura-t-il une reprise économique en Europe ou y aura-t-il une nouvelle récession? Même chose aux États-Unis. Quelle sera, pour parler d'un autre type d'incertitude, la façon dont sera pénalisée l'émission de CO2 à la suite des conférences de Cancun et celles qui suivront. Incertitude politique, que va-t-il se passer en Iran? Que va-t-il se passer au Venezuela? Toutes ces incertitudes, l'incertitude d'une façon générale est un obstacle à l'investissement. Pour une raison financière toute simple, c'est que s'il y a plus d'incertitude, l'investisseur court plus de risques. Et courant plus de risques, il a besoin d'investissements dont il espère un retour plus élevé. Donc, ça fait moins d'investissements. Les investissements les moins rentables sont abandonnés. Il y a aussi quelque chose qui est sans doute lié à l'incertitude, c'est le repli sur les nationalismes. Il y a de plus en plus de politiques et de sentiments nationalistes dans le monde, pas seulement dans les pays producteurs. Pensez à la réaction des États-Unis quand une de leurs entreprises pétrolières a failli être achetée par une entreprise chinoise. Pensez à ce qui se passe en France quand on court des risques analogues ou que des investissements doivent être faits. On demande qu'ils soient faits en France plutôt que d'être faits ailleurs, alors que c'est peut-être pas en France qu'ils sont le plus utiles, etc. Le nationalisme est également un obstacle à l'investissement. Il y a un cas particulier qui est celui des pays producteurs de pétrole. Les pays producteurs de pétrole, de toute façon, ils ont pour la plupart, quand je dis des pays producteurs, sont ceux qui sont réunis au sein de l'OPEP et qui sont surtout des pays du Moyen-Orient, pas seulement. Bon, la plupart de ces pays ont nationalisé leur activité pétrolière, c'est-à-dire qu'ils savent que personne ne pourra exploiter les gisements autre que leur compagnie nationale. Donc ils n'ont pas la crainte que des concurrents viennent leur prendre cette ressource.
Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Bien, ils règlent leur investissement et leur production sur leurs besoins financiers propres. Et pourquoi voulez-vous qu'ils accroissent inconsidérément leurs ressources financières dont ils savent que ça crée de l'inflation, que ça peut créer de la corruption, que ça crée des désordres économiques, alors que de toute façon, les réserves restent en terre et pourront servir aux générations futures. Ça a été dit explicitement, très clairement, il n'y a pas très longtemps, par le roi d'Arabie Saoudite, qui a fait une conférence de presse et qui, en réponse à une question, a dit « Chaque fois que mes ingénieurs de Saudi Aramco trouvent un nouveau gisement, je leur dis, pour l'amour de Dieu, laissez-le en terre. » De vous à moi, je le dis à voix basse, ils n'ont pas complètement tort de leur point de vue. Non, pas complètement tort. Mais tout ça, ça veut dire aussi qu'au total, on va faire moins d'investissements que ce qui est prévu. Et là est le vrai risque, là est le vrai problème de sécurité d'approvisionnement, l'augmentation des besoins, l'augmentation de la demande qui est tirée massivement, j'aurais peut-être dû commencer par dire cela, par les pays émergents, c'est-à-dire par la Chine, par les autres pays d'Asie du Sud-Est et dans une moindre mesure par l'Inde, qui représente maintenant l'essentiel de l'accroissement de la demande. Eh bien, la courbe de demande croît plus vite que ne croîtra l'offre. Ce n'est pas un pic-oil, parce que l'offre croîtra aussi, mais l'offre va croître moins vite que la demande. D'où problème. D'où nécessité absolue de réduire nos consommations et d'être plus efficaces. D'où nécessité peut-être de trouver des substituts au pétrole dans le domaine du transport. Et nécessité d'essayer de combattre aussi les points que je viens de mentionner. Pour ce qui est du ressort des États, essayer de s'abstenir de conduite nationaliste, essayer d'être aussi prévisible que possible. C'est bien d'avoir des réglementations, c'est pas bien de changer de réglementation tous les ans. Ça introduit une incertitude qui est très préjudiciable à l'investissement. Je suis un petit peu long, mais je vais quand même dire un petit mot du gaz, et du gaz en Europe. Alors, même jeu. Si on demande à l'homme de la rue y a-t-il un problème de sécurité d'approvisionnement en gaz, il va vous répondre oh oui, un énorme. On dépend du gaz russe et les Russes s'amusent à fermer le robinet chaque fois qu'ils ont un problème avec l'Ukraine. Voilà que nous n'avons plus de gaz. Alors là encore, je vais vous dire que le problème ne se pose pas exactement comme ça. Pourquoi ? D'abord, certes, la Russie est un très très grand producteur de gaz et un très grand exporteur de gaz vers l'Europe. Cela dit, le gaz russe représente 25% de l'approvisionnement gazier de l'Europe. C'est beaucoup, mais enfin, c'est pas faramineux. Ça veut dire qu'il y a 75% du gaz consommé en Europe qui vient d'ailleurs. Qui vient de Norvège, qui vient d'Algérie, qui vient du Qatar, qui vient de l'intérieur de l'Union européenne, c'est-à-dire les Pays-Bas, le Danemark et la Grande-Bretagne. Bon. Deuxièmement, je vous ai dit tout à fait au début que, contrairement au pétrole dans le transport, le gaz, lui, est toujours substituable par autre chose. Vous pouvez toujours... Parfois pas du jour au lendemain, il faut des investissements, mais vous pouvez toujours remplacer le gaz par autre chose, pour le chauffage, pour la production d'électricité, pour l'industrie chimique. Ce qui veut dire que, en réalité, ce qu'il faudrait comparer, c'est la quantité de gaz russe consommée par l'Europe à la quantité d'énergie consommée par l'Europe. Et là, vous voyez que comme le gaz ne représente que le quart des consommations européennes, un quart par un quart, ça fait moins de 7%. Le gaz russe représente moins de 7% de la consommation énergétique européenne. Vous n'allez pas me dire
que c'est un problème insurmontable, à supposer même que la Russie coupe le robinet. Alors, il y a un problème, là encore. Bien sûr, il y a un problème. Où est le problème ? Le problème est que ce que je viens de vous dire est vrai en moyenne, si on prend les chiffres européens globalement. Mais il faut reconnaître qu'à l'intérieur de l'Europe, il y a un certain nombre de pays qui sont beaucoup plus dépendants du gaz que 25%, et beaucoup plus dépendants du gaz russe pour leur approvisionnement en gaz, parfois jusqu'à 100%. Quels sont ces pays ? Ce sont, sans surprise, essentiellement les pays de l'Est de l'Europe, les pays baltes, la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie. Et effectivement, lorsqu'il y a 2 ans, la Russie a coupé le gaz, la Bulgarie a eu pendant 15 jours à grelotter par un hiver déjà épouvantable et sans aucune possibilité de secours. Alors voilà le problème. Le problème, c'est que tout devrait en principe pouvoir être réglé par une solidarité gazière à l'échelle du continent, à l'échelle de l'Union européenne en tout cas. Nous prétendons être une communauté. La première caractéristique d'une communauté, que ce soit une communauté familiale, que ce soit une communauté locale, que ce soit une communauté nationale, que ce soit la communauté européenne, ça devrait être la solidarité. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'il devrait être évident que chaque fois qu'un pays manque de gaz pour quelque raison que ce soit, eh bien, le gaz en provenance des autres États membres de l'Union européenne viendrait compenser ce manque. Qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Il faut 2 choses. Je ne sais pas dans quel ordre les mettre, peu importe. Il faut une volonté politique, une volonté d'exercer la solidarité. À mon très grand regret, je suis obligé de dire que ce n'est pas en ce moment la chose la plus répandue, en particulier s'agissant de l'Union européenne, qui ne traverse pas une très très bonne passe dans ce domaine. Je peux vous dire qu'en 2006, un pays a poussé, j'allais dire l'outrecuidance, jusqu'à publier un décret interdisant toute réexpédition de gaz à partir de son territoire. C'est la négation absolue du marché gazier européen, c'est la négation absolue de l'idéal européen de solidarité. Ce pays, c'est l'Italie. Donc, la solidarité, je ne suis pas sûr qu'elle soit très à la mode en ce moment. Et puis, il faut autre chose. Il faut qu'il y ait des moyens pratiques, des moyens physiques d'acheminer le gaz d'un pays à un autre. Il faut des tuyaux et il faut, ça a l'air d'être tellement bête qu'on s'excuse de devoir le dire, il faut que les tuyaux puissent fonctionner dans les 2 sens. Eh bien, il n'y a pas assez de tuyaux. Il n'y a pas assez de canalisation de gaz, de gazoducs à travers les frontières pour faire un réseau européen suffisamment maillé, suffisamment dense pour pouvoir assurer ces acheminements de secours. Et en plus, beaucoup des tuyaux ne fonctionnent que dans un sens. Vous savez que les tuyaux, vous allez me dire comment est-ce qu'un tuyau peut ne fonctionner que dans un sens ? C'est que sur des tuyaux de gaz, à intervalles réguliers, il y a des compresseurs parce qu'il faut recompresser le gaz pour qu'il puisse circuler. C'est un peu comme pour une canalisation d'eau, il faut des pompes de place en place. Eh bien, ces compresseurs, en général, ils ont été conçus pour alimenter l'Europe occidentale en gaz russe, c'est-à-dire à faire circuler le gaz d'est en ouest. Il y a un énorme tuyau qui relie la Bulgarie à la Hongrie et par la Hongrie à l'ouest de l'Europe. Eh bien, on n'a pas pu utiliser ce tuyau pour alimenter la Bulgarie pendant la crise que je mentionnais tout à l'heure parce que les compresseurs n'étaient conçus que pour fonctionner dans un sens.
c'est pas très compliqué de les faire fonctionner dans deux sens. Au pire, on n'a qu'à les faire pivoter sur leur axe et puis raccorder les brides et le tour est joué. Mais c'était pas fait, c'était pas prévu. Donc, il y a un problème de sécurité gazière en Europe, oui. Il est créé par l'insuffisance de l'exercice de la solidarité, insuffisance politique et insuffisance technique. Je vais avancer parce que je pourrais vous dire que le problème se pose exactement dans les mêmes termes en ce qui concerne l'électricité. Il n'y a pas assez d'interconnexions transfrontières dans le domaine électrique, ce qui fait qu'on ne peut pas venir en aide à un pays qui aurait des problèmes. Et ça, l'opinion publique ne le comprend pas toujours bien parce qu'elle n'aime pas les interconnexions au travers les frontières. Elle se demande à quoi ça sert. Elle raisonne encore comme si l'électricité était un problème qui se traitait à l'intérieur des frontières. L'électricité se traite à l'intérieur de l'Europe. Et il faut des interconnexions pour pouvoir exercer la solidarité. Alors je ne résiste pas, même si je prends un tout petit peu de temps, au plaisir de vous raconter une anecdote, parce que je me suis beaucoup occupé de ça dans mes fonctions précédentes. Et j'avais fait un rapport disant en gros ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire à quel point il était nécessaire de développer la solidarité gazière et électrique. Et puis je suis allé parler de cela à différents gouvernements européens. Et je suis allé à Varsovie. Et à Varsovie, ça, le terme solidarité, solidarność, etc., tout le monde était absolument ravi de m'entendre dire ça. Et on m'a dit, vous avez raison, et vous avez vu ce tuyau de gaz qui va directement de Russie en Allemagne, en court-circuitant la Pologne, c'est un scandale. Alors j'ai dit, c'est pas forcément un scandale, il suffit qu'il y ait une interconnexion entre l'Allemagne et la Pologne et tout ira bien. Mais surtout, il dit, oui, vous avez raison. Maintenant, je vais vous raconter une autre histoire. Il y a 3 pays qui dépendent à 100% de la Russie pour leur approvisionnement en électricité. Ce sont les 3 pays baltes. Estonie, Lettonie, Lituanie. Il y a un besoin urgent et vital qu'il y ait une interconnexion électrique entre la Pologne et la Lituanie. Ah oui, mais ça nous intéresse pas, et puis ça passe par un site qu'on aimerait protéger, et puis c'est long, et puis je vois pas pourquoi ce serait nous qui payerions, etc. La solidarité est souvent un sens unique. Vous connaissez la définition bien connue de l'égoïste. L'égoïste est celui qui ne pense pas à moi. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe. Alors, je passe quand même à mon deuxième problème, celui du changement climatique. Je vous ai dit que le changement climatique était un problème énergétique largement. Alors, je ne vais pas passer de temps à essayer de vous convaincre d'abord que c'est un problème réel et qu'il ne faut pas croire les climato-sceptiques, comme on dit. Bon, s'il y a des questions, je serai prêt à y répondre. Je vous dis simplement, pour que les choses soient claires, que je me range très résolument dans le camp de ceux qui considèrent que c'est un problème tout à fait réel, partiellement créé par l'activité humaine, et que c'est un problème grave. La plupart des gens sont convaincus de ça, mais je ne suis pas sûr que tout le monde soit conscient de l'ampleur du problème. Je ne vous ai pas accablé de chiffres, je voudrais vous donner 3 chiffres. Vous savez que le principal gaz responsable de l'effet de serre, c'est le fameux dioxyde de carbone, le CO2. Aujourd'hui, en gros, le monde émet, par son activité humaine, de l'ordre de 25 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Équivalent signifiant qu'on prend tous les gaz responsables de l'effet de serre et avec leur équivalence dans leur pouvoir d'effet de serre, ce qu'on appelle le pouvoir radiatif. Bon, 25 milliards de tonnes par an, vous n'avez pas la moindre idée de ce que ça signifie, moi non plus d'ailleurs. Mais je vais vous donner 2 autres chiffres maintenant pour qu'on puisse faire des comparaisons. Si on prolonge les tendances du début du siècle, enfin du début du XXIe siècle,
Et si on les extrapole jusqu'à 2050, pas dans très longtemps, dans 40 ans, eh bien ce chiffre de 25 milliards de tonnes deviendrait 65 milliards de tonnes en 2050. Petit problème, le consensus des scientifiques mondiaux, qu'on appelle en français le GIEC, en anglais l'IPCC, qui a eu le prix Nobel il y a 2 ans collectivement et qui a été très critiqué par les climato-sceptiques il y a peu de temps. Certains d'entre vous ont dû suivre ça dans la presse. Mais enfin, ce consensus, qui représente quand même l'immense majorité des scientifiques mondiaux, nous dit, si vous gouvernements notamment, vous voulez que l'augmentation moyenne de température à très long terme sur la planète soit inférieure ou égale à 2 degrés Celsius, 2 degrés centigrades, si vous voulez que ceci ait une bonne chance d'arriver, il faut d'une part réduire très vite les émissions, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles connaissent un pic, elles, pour le coup, et il faudrait qu'en 2050, elles ne soient plus que de 13 milliards de tonnes. 25 milliards, 65 milliards, 13 milliards. Ça veut dire que, non pas par rapport aux émissions actuelles, mais par rapport à la tendance, il faut diviser par 5 dans le monde entier les émissions en 2050. C'est une tâche gigantesque. Je ne dis pas ça pour faire peur, je ne dis pas ça pour être volontairement pessimiste, mais je crois qu'il faut en tirer 2 conséquences. La première, sur laquelle je ne vais pas trop insister parce que je pense que ça a été abordé par Pierre Papon, il faut, pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots, il faut faire feu de tout bois. C'est-à-dire que toutes les politiques et toutes les possibilités qui sont à notre disposition vont devoir être utilisées. Il y a des gens qui vous disent, pas de problème, il suffit de passer tout au nucléaire, qui n'émet pas de CO2, et tout ira bien. Ces gens-là se trompent ou vous trompent. Il y a des gens qui disent, pas de problème, il n'y a qu'à passer au renouvelable, et tout ira bien. Je leur décerne le même compliment. Il va nous falloir beaucoup plus de renouvelables, c'est incontestable. Mais il va nous falloir aussi beaucoup plus de nucléaire, tellement les besoins sont importants. Il va nous falloir, malgré tout, continuer à consommer énormément de combustibles fossiles, et notamment de charbon. Et pour cela, il va falloir trouver une façon d'utiliser le charbon sans émettre de CO2 dans l'atmosphère. Pierre Papon a dû vous parler de la technologie qui n'est qu'embryonnaire pour l'instant, de capture et de séquestration du CO2, qui consiste à piéger le CO2 dans les cheminées des usines et à le réinjecter dans une couche géologique profonde. Et puis surtout, par-dessus tout, il va nous falloir vivre plus sobrement, c'est-à-dire faire d'énormes progrès d'efficacité énergétique. Et il faudra tout à la fois. Je n'insiste pas là-dessus, mais ça me paraît absolument fondamental. Il suffit de faire des calculs, de voir si on passait tout au nucléaire, combien il faudrait de centrales nucléaires, ou si on passait tout au renouvelable, combien de kilomètres de côte il faudrait couvrir d'éoliennes. Mais la deuxième conséquence, alors celle-là touche la géopolitique, c'est qu'en plus, on aura besoin de tout le monde. On aura besoin de toutes les technologies, mais on aura aussi besoin de tout le monde. Il n'est plus temps pour certains pays de dire je ne fais quelque chose que si l'autre fait quelque chose, après vous monsieur, etc. On aura besoin absolument de tout le monde. Et ce n'est pas simple. Vous le savez, c'est l'objet des négociations internationales. Les négociations internationales se font dans le cadre des Nations Unies, ce qui est normal puisqu'on va avoir besoin de tout le monde. Et en particulier, la conférence des Nations Unies sur le sujet se réunit tous les ans à date fixe dans une énorme fête, si j'ose dire, sauf que c'est parfois une fête triste. Elle s'est réunie l'année dernière à Copenhague. Ça a été largement considéré comme un échec.
largement à juste titre, à mon avis. Et elle se réunit depuis le début de cette semaine à Cancún, au Mexique. Autant les perspectives les espoirs de solutions étaient très très grands avant Copenhague, les attentes de solutions étaient très très grandes, ce qui n'a fait qu'accroître la déception du résultat. Autant, et c'est peut-être plus sage, les attentes sont mesurées, voire très très faibles pour Cancún. Là, plutôt que de vous faire une description très générale, je voudrais décrire la situation de 3 des principaux acteurs pour essayer de comprendre ce qui se joue. 3 acteurs que je voudrais décrire sont l'Union européenne, la Chine et les États-Unis. L'Union européenne a fait des efforts très très importants, a pris des décisions politiques très hardies. Elle s'est donné un objectif. Vous savez, les politiques aiment bien se donner des objectifs qui sonnent clairs pour pouvoir faire de la communication et pour pouvoir mémoriser. Mais enfin, c'est humain et c'est pas idiot. L'objectif européen, c'est un objectif 3 x 20 en 2020. En 2020, c'est-à-dire en 2020. En 2020, l'Union européenne s'est engagée, et les États se sont engagés avec elle, d'une part, à réduire de 20% leurs émissions de CO2 par rapport à une date fixée. Je dis par rapport à une date fixée parce que je ne me rappelle plus laquelle, excusez-moi. Deuxièmement, à augmenter de 20% l'efficacité énergétique, c'est-à-dire de diminuer de 20% la consommation d'énergie pour une même production de PIB. Et troisièmement, d'avoir au moins 20% d'énergie renouvelable dans ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire une proportion de 20% dans l'ensemble de l'énergie consommée en Europe. Et le tout en 2020. 20. C'est très ambitieux. Elle a créé un outil qui s'appelle un système de permis d'émission négociable. Elle est la seule au monde à l'avoir fait jusqu'ici. C'est une innovation extrêmement intéressante, même si ce système, pour l'instant, est très, très critiquable, mais parce qu'on essuie les plâtres. Enfin, et surtout, l'Union européenne, à Copenhague, a dit « Ralliez-vous à mon panache blanc, enfin à mon panache vert. Faites comme moi. » Faites comme moi, et si vous faites comme moi, bien la planète sera sauvée. Elle a voulu prêcher par l'exemple. Ça a été un échec total. Et l'échec de Copenhague n'a pas été complet, mais ça a été un échec complet pour l'Union européenne. Parce que, en réalité, c'est facile de critiquer après coup, mais je crois franchement qu'on aurait pu s'en rendre compte avant. La diplomatie par l'exemple, ça ne marche pas. Ça a même été exactement le contraire. Il y a un certain nombre de pays qui se sont dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est ambitieux !» Plutôt pas d'accord qu'un accord sur les bases européennes. Donc, l'Union européenne, je ne sais pas très bien ce qu'elle va faire à Cancún, elle est assez déstabilisée par le fait qu'elle a des objectifs ambitieux, eux-mêmes d'ailleurs, qui commencent à être débattus en interne. La crise passant par là, certains des objectifs sont jugés peut-être trop ambitieux, mais surtout qu'elle n'arrive pas à convaincre ses partenaires aux Nations Unies de lui emboîter le pas. Ça, c'est pour l'Union européenne. La Chine. Contrairement à ce qu'on dit souvent, la Chine fait beaucoup. La Chine est certes le plus grand émetteur de CO2 de la planète. Elle vient de dépasser les États-Unis. Enfin, 1,3 milliard d'habitants contre 300 millions, c'est pas la même chose. La Chine est certes le plus grand consommateur de charbon et le plus grand producteur de charbon. La Chine continue à avoir une économie extrêmement polluante et très polluée. Mais les progrès sont
spectaculaire. La Chine est maintenant le premier producteur d'électricité éolienne au monde. La Chine fait des progrès d'efficacité énergétique tout à fait considérables. La Chine a plus de véhicules électriques et de très loin que n'importe quel autre pays au monde. Et toutes les tendances sont d'un très très grand progrès. Pourquoi est-ce que la Chine fait ça? Ce n'est pas uniquement par grandeur d'âme ou pour montrer qu'elle se soucie de la planète. C'est parce qu'elle se soucie de sa propre opinion publique qui commence à exister, parce qu'elle se soucie de son propre environnement et parce qu'elle voit bien en plus que en étant sobre, non seulement on protège l'environnement, mais on règle aussi un certain nombre de problèmes d'approvisionnement en énergie qui, pour la Chine, sont des problèmes difficiles. Alors, vous allez me dire quel est le problème? Le problème de la Chine, c'est qu'elle refuse obstinément, pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer et puis qui nécessiteraient des spécialistes de la Chine que je ne suis pas, elle refuse obstinément de se lier les mains par un accord international. Elle dit « Je vais faire des progrès, je vais sans doute en faire plus que pas mal d'entre vous, mais il n'est pas question qu'ils soient rédigés dans un accord contraignant et encore moins que ces progrès fassent l'objet de vérifications internationales et de sanctions éventuelles. » Pas très commode pour signer un accord aux Nations Unies. Quant aux États-Unis, c'est la situation la plus grave. Le monde s'est bercé d'illusions après l'élection du président Obama. Je crois qu'il ne faut pas du tout mettre en cause la conviction personnelle du président Obama. Force est de constater qu'il n'a pas réussi à convaincre ni son Congrès, ni son opinion publique qui a envoyé un congrès, en tout cas une chambre des représentants qui lui est hostile, et que pour la majorité des États-Unis, des Américains, ce problème n'est pas un problème. Et qu'en tout cas, on ne veut pas, là encore, se lier les mains avec un accord qui risquerait de compromettre l'American Way of Life et la croissance aux États-Unis. Naturellement, c'est encore plus vrai depuis la crise financière et économique qui a frappé ce pays. Donc, et ça va durer un certain temps. Ça va certainement durer au moins jusqu'à la prochaine élection présidentielle dans 2 ans. Est-ce que les États-Unis sont complètement démunis? Pas à 100%. Voyez, pour montrer que j'ai quand même un tout petit peu d'optimisme, il reste une façon pour les États-Unis de travailler à faire progresser la lutte contre le changement climatique, c'est tout ce qui ne nécessite pas l'accord du Congrès, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine réglementaire. Et il faut reconnaître qu'un certain nombre de positions assez courageuses ont été prises, en particulier, je vous signale, une réglementation qui est passée il y a quelques mois sur la consommation des voitures, qui est extrêmement ambitieuse et qui, si elle est mise en œuvre, c'est encore un point d'interrogation, il faut reconnaître, si elle est mise en œuvre, ferait faire des progrès considérables aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à Cancun, sans doute pas grand-chose. Comment sauver ces négociations? Comment les reprendre? Peut-être pas à 192. Il faudra toujours les terminer à 192. Ça ne peut être qu'une décision des Nations Unies, puisque tout le monde est concerné. Mais on voit bien en même temps qu'une négociation à 192 est impossible. Peut-être des sous-groupes devraient se former comme le G20, qui présente l'avantage de réunir tous les plus grands pollueurs. Peut-être une coalition de ceux qui veulent aller plus loin et plus vite. Je n'ai pas de réponse précise à vous faire, là, et surtout pas dans le temps qui me reste. Il faudrait que je m'arrête. Mais c'est une situation très, très préoccupante.
Je devrais m'arrêter pour laisser la parole à vos questions et à vos commentaires. Je voudrais quand même, parce que je me reprocherais, vous me reprocheriez de ne pas évoquer le sujet, évoquer un dernier sujet qui est extrêmement douloureux et où, là encore, il n'y a pas de solution évidente. Il y a sur la planète, on a parlé d'efficacité énergétique, on a parlé de choix d'énergie, de sécurité d'approvisionnement. Il y a des gens pour qui le problème ne se pose absolument pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'énergie du tout. Sur la planète, il y a 1,6 milliard, estimation bien sûr, de personnes qui n'ont aucun accès à l'électricité. 1,6 milliard, ça fait le quart de l'humanité. Je ne sais pas si vous avez... Enfin, je suis sûr que vous avez conscience de ce que ça signifie dans le monde d'aujourd'hui, en 2010, ne pas avoir accès à l'électricité. Ça veut dire pas avoir de lumière qui permettrait à un enfant d'apprendre à lire et à écrire quand il rentre de l'école le soir, à supposer qu'il aille à l'école. Ça veut dire ne pas avoir de réfrigérateur pour stocker des vaccins et des médicaments. Ça veut dire ne pas avoir de force motrice pour développer une petite activité artisanale. Ça veut dire que le quart de l'humanité est complètement en marge du progrès. Quand je dis en marge, c'est plus qu'en marge, dans le fossé. La chose dramatique, où sont ces gens? Pour l'essentiel, à peu près moitié-moitié, d'une part dans le sous-continent indien, Inde, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, et l'autre en Afrique subsaharienne. Il y en a encore quelques-uns en Chine d'une part et d'autre part en Amérique latine, mais dans les deux cas, les chiffres décroissent très très vite. Ce qu'il y a de terrible, c'est que les projections montrent qu'en valeur absolue, en tout cas dans le sous-continent indien et en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire les deux volumes les plus importants, les projections montrent que ces chiffres en valeur absolue ne vont pas changer. Ça va faire moins du quart parce qu'il va y avoir une augmentation de la population, mais ça sera toujours 1,6 milliard d'habitants en 2030, en 2050, sauf si quelque chose change. Est-ce une question d'argent? Sans doute. Pas énorme. Il y avait des calculs faits par l'AIE dont je ne me souviens plus, mais ça coûte infiniment moins cher, par exemple, que le sauvetage des banques américaines l'année dernière. Est-ce une question de volonté politique? Peut-être. Est-ce une question de gouvernance, mot pudique dont vous savez qu'on l'utilise maintenant pour ne pas avoir à prononcer des mots beaucoup plus sales comme celui de corruption? Certainement. Et je ne dis pas ça pour échapper aux responsabilités des pays développés, mais il y a également une énorme responsabilité des gouvernants des pays en développement. On ne peut pas développer l'électrification si l'état de la société est tel que les branchements sont sauvages, que le cuivre est volé, que les élites ne payent pas, Donc c'est un problème extrêmement difficile. Je considère que c'est un problème moralement insoutenable, mais aussi, si on se place sur le terrain du cynisme, extrêmement dangereux pour nos civilisations, et que c'est une des tâches les plus urgentes à entreprendre. Comment? Je dois vous dire que je ne sais pas exactement. Je m'arrête là en m'excusant d'avoir parlé plus d'1 heure alors que j'aurais dû parler 1 heure. Je suis à votre disposition. Je crois qu'un micro va se promener pour écouter vos commentaires et répondre à vos questions. Bonjour monsieur, votre exposé était vraiment de première classe par un grand spécialiste. Mais ce qui m'a le plus interrogé, me posait une question, c'est sur l'aspect technologique. Vous avez l'air de dire que le pétrole, en fait, sera disponible dans un temps
pour assez longtemps finalement. Mais pour l'extraire, ça va te coûter de plus en plus cher. Et donc, où est-ce que les investisseurs vont choisir cette énergie plutôt qu'une autre? Ça dépendra de ce qu'ils vont gagner dessus. Bon, maintenant, en ce qui concerne les énergies renouvelables, ce sera la même chose. Il faut faire d'énormes investissements, que ce soit les usines de charbon propres ou autres. Voilà. Donc, le problème, derrière le problème d'énergie, il y a une autre énergie, c'est celle de l'argent. Et où va aller cet argent? C'est un problème, à mon avis, politique, où il va y avoir évidemment des luttes entre les différents grands argentiers, je ne sais pas comment les appeler autrement, qui pour l'instant, j'ai cette impression qu'ils sont là dans le statu quo, dans un état d'attente, comme dans un casino, en se demandant, voilà, on verra. Là, on misera là où ça rapportera le mieux. Mais pour l'instant, ça n'est pas très clair. Est-ce que vous voyez les choses un petit peu comme ça, ou est-ce que cette question de financement ne vous paraît pas absolument essentielle? Je suis complètement d'accord avec vous. Je crois qu'il faut... bien sûr, il y a des grands financiers. Autrefois, on parlait des gnomes de Zurich. Maintenant, on parle des traders de Londres, etc. Il y a des grands financiers qui prennent des décisions qui nous échappent un peu et dont nous pouvons penser qu'elles ne sont pas bonnes. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis simplement, pensez que dès lors que vous avez une assurance vie ou un compte sur livret, ce qui est peut-être le cas de beaucoup d'entre nous autour de cette salle, dans cette salle, nous participons à cela parce que nous exigeons de notre banquier qu'il nous assure un rendement donné à notre épargne. Et du coup, le banquier ne va pas prendre de risques dans son financement. Encore une fois, je ne dis pas ça pour évacuer les responsabilités des financiers, mais il faut bien voir que le système est conçu comme ça et nous y participons par le fait que nous voulons épargner et que ceci me paraît légitime. Maintenant, vous avez raison, enfin vous avez redit sans doute plus clairement que moi ce que j'indiquais, c'est dans une période de grande incertitude, les financiers ne veulent investir que, sinon à coup sûr, du moins si ce n'est pas à coup sûr, avec une espérance de rendement très élevée, ce qui ne fait pas assez d'investissement pour ceux dont nous aurions besoin. Alors, et comme vous l'avez dit, je l'ai dit pour le pétrole, mais c'est vrai également pour le reste, pour les autres énergies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose, c'est que la seule chose à peu près certaine, c'est que à long terme, et peut-être avec des pics, des hauts et des bas, on peut raisonnablement dire que l'énergie va coûter de plus en plus cher. Les énergies vont coûter de plus en plus cher, toutes, avec peut-être beaucoup de volatilité. On va peut-être retrouver temporairement des prix du pétrole très bas. Le prix du gaz aux États-Unis est très bas en ce moment à la suite des découvertes dont je faisais état tout à l'heure. Mais sur le long terme, les prix de l'énergie vont être de plus en plus chers. Alors certains trouvent que c'est une bonne nouvelle, en particulier parce qu'il n'y a pas de meilleure incitation aux économies d'énergie qu'un prix de l'énergie élevé. C'est vrai. En même temps, il faut bien se dire que c'est un peu une réaction de riches dans un pays riche. Dans les pays les plus pauvres de la planète, une hausse des prix de l'énergie, c'est une tragédie. Mais ce qui veut dire aussi que même eux, j'allais dire surtout eux, ont besoin d'utiliser leur énergie avec efficacité. Y a-t-il une autre question? Je voulais vous dire que je n'ai pas parlé du tout de technologie parce que j'ai considéré que c'était couvert par la conférence de Pierre Papon. Peut-être que vous n'y étiez pas tous, mais c'était la raison pour laquelle je n'en ai pas parlé. Oui, bonsoir monsieur. Une question, si vous voulez, peut-être un peu simpliste finalement. Vous avez intitulé votre intervention « Lors des choix ». Et je n'ai pas très bien compris si finalement ces choix se situent au niveau de l'offre ou au niveau de la demande.
La semaine dernière, il y avait une conférence de M. Clément, je crois, de l'ADEME, qui nous a expliqué qu'effectivement, qui nous a parlé beaucoup de la consommation, de la demande. Et dans les différents scénarios qu'il nous a exposés, il y avait une chose qui était assez frappante, c'est que dans tous les scénarios, il y avait une nécessité de ce qu'il appelait la flexibilité de la demande. Autrement dit, on compte... Les smart grids. Alors, effectivement, il nous a parlé des smart grids. Moi, je croyais que c'était les réseaux intelligents, mais finalement, j'ai vu que l'intelligence, elle se situait aussi beaucoup au niveau des consommateurs. Ouais. Hein, voilà, donc c'était un peu ma question, si vous voulez. Est-ce que ces choix, là, dont vous nous avez parlé des conséquences, et des gaz à effet de serre, etc., et des choses vers lesquelles on s'oriente si on ne fait pas certains choix déchirants, mais est-ce que voilà, ces choix ils se situent où, à votre avis, au niveau de la demande ou au niveau de l'offre, de la production, donc? Vous n'allez sans doute pas être surpris si je vous réponds qu'il se situe au niveau des deux, puisque j'ai dit à un moment qu'il fallait faire feu de tout bois. Il se situe au niveau des deux, c'est-à-dire qu'il faut d'une part que l'offre d'énergie soit de plus en plus décarbonée, comme on dit en jargon, c'est-à-dire qu'elle comprenne de plus en plus de sources d'énergie qui n'émettent pas de CO2. Qu'est-ce que c'est ? C'est les renouvelables, c'est le nucléaire, et si on est quand même obligé d'utiliser les fossiles, les charbon et gaz, si possible, la capture et la séquestration du CO2. Donc, il faut absolument faire des choix de ce côté-là, ça c'est l'offre, et il faut aussi faire des choix du côté de la demande, ceci vous a été dit au cours des précédentes conférences. C'est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois les économies d'énergie. Je préfère prendre le terme d'efficacité énergétique. Les deux termes ne sont pas tout à fait identiques, mais assez voisins. Mais malheureusement, le terme économie d'énergie a pris un petit côté doloriste chez nous. Ça voudrait dire moins se chauffer, moins s'éclairer, être un peu moins heureux. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être tout aussi heureux et même plus, mais en consommant moins d'énergie pour le même service. Et là, les possibilités sont absolument énormes. Je suppose que c'est ce qui vous a été dit par le collègue de l'ADEME. Les possibilités sont absolument énormes. Et nous, dans cette salle, en plus, nous sommes plus consommateurs que producteurs, du moins j'imagine. Donc, pour les individus, le choix se pose surtout en termes de demande, mais il se pose aussi en termes d'offres, c'est-à-dire de production, au moins indirectement par les choix de nos élus. Alors je voudrais dire une toute petite chose là-dessus. Je vais mesurer mes propos parce que je ne voudrais surtout pas que vous ayez l'impression que je suis hostile aux énergies renouvelables. C'est tout le contraire, j'espère vous en avoir convaincu. Je pense toutefois qu'il y a une ressource rare dont on n'a pas assez parlé, enfin, monsieur en a parlé très, très justement, c'est l'argent. Et que par conséquent, on a toujours intérêt à commencer par les solutions qui coûtent le moins cher. Tout simplement parce qu'avec le même argent, on peut aller plus loin dans les objectifs. Ce n'est pas ce qu'on a fait jusqu'ici dans la plupart de nos pays, y compris la France, et je voudrais vous donner un exemple. Le photovoltaïque. Le photovoltaïque en Europe se développe non pas là où il y a du soleil, il se développe là où il y a des subventions. Ces subventions représentent des sommes absolument faramineuses. Elles permettent à certaines personnes de faire fortune, à la limite pourquoi pas. Elles bloquent des technologies existantes alors qu'il faudrait faire progresser les technologies. Et en France, on a fait le calcul, on peut faire le calcul, combien les subventions au photovoltaïque représentent d'euros par tonne de CO2 évité.
en supposant, qui est le cas le plus favorable, qu'elle remplace de l'électricité produite à partir de charbon. Ce n'est pas le cas en France, mais enfin, supposons ça. De l'ordre de 500 € par tonne de CO2. 500 €, je vous rappelle que l'année dernière a été rejetée, pour plusieurs raisons, mais en particulier parce que c'était trop cher, une proposition de taxe de 14 € par tonne. Et là, nous tolérons 500 € parce que ça ne se voit pas, c'est partiellement dans le budget, c'est partiellement dans notre facture d'électricité. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Ce n'est pas du tout parce que je suis contre le photovoltaïque, mais je pense qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Dépenser des milliards à couvrir de nombreux bâtiments et de nombreux toits d'un photovoltaïque de technologie existante, alors qu'il aurait fallu en dépenser beaucoup moins là-dessus et un petit peu plus sur la recherche et développement pour développer du photovoltaïque qui coûte beaucoup moins cher, c'est ça qu'il fallait faire. Donc, voilà, tel est mon point de vue. Donc, tout ça pour vous dire, il faut agir sur l'offre et pas simplement sur la demande, mais il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi sous prétexte que ça va dans le bon sens en termes de CO2. Merci. Bonsoir. Je voudrais faire une intervention à propos de la production de pétrole, en particulier sur le pic pétrolier. Donc, ce serait pour s'intéresser un peu au cas particulier de la production de pétrole aux États-Unis, qui historiquement, jusqu'en 1950, a été premier producteur mondial de pétrole et qui a connu un pic de production en 1971. Ce serait pour savoir si, d'après vous, la politique menée par le président Nixon dans les années 70 pour relancer la prospection pétrolière a été un échec. Ce serait lié donc à un échec, puisque maintenant, on sait que depuis 1971, la production de pétrole aux États-Unis a décliné constamment depuis 1971. Donc, est-ce que c'est lié à l'échec de la politique de Nixon ou est-ce que ce serait lié à autre chose? Écoutez, je parle avec prudence, mais je ne crois pas me tromper. Ce à quoi vous faites allusion, c'est à la production de pétrole onshore, comme disent les techniciens du pétrole, c'est-à-dire à terre. Je vais dire à terre, quoi. En réalité, la politique de Nixon a été un énorme succès parce qu'elle a permis, au contraire, une très forte remontée de la production de pétrole aux États-Unis grâce au pétrole offshore et notamment au pétrole du Golfe du Mexique. Alors, il n'est pas de très bon ton aujourd'hui de se glorifier de la production dans le Golfe du Mexique après l'accident de Macondo de la plateforme BP. Mais là, je me borne à additionner des barils ou des tonnes ou des mètres cubes. Il n'y a pas même de meilleure preuve que le progrès technique peut surmonter en quelque sorte la théorie du peak oil que la production aux États-Unis en offshore dans le Golfe du Mexique qui a complètement changé grâce au progrès technique qui a complètement changé les perspectives de réserve et de production aux États-Unis. Est-ce que c'était un succès de Nixon? Est-ce que c'était un succès d'un autre président? C'était certainement un succès des scientifiques et des techniciens pétroliers et parapétroliers, ça sans l'ombre d'un doute. Et c'est un échec de la théorie du peak oil. Bonsoir. Pour rebondir sur cette intervention, alors je voulais remettre en perspective donc l'exemple de la politique de Nixon par rapport à ce qui est... Enfin, c'est un exemple de progrès technique. Il y a énormément d'exemples de progrès qui ont été faits, donc, dont le pétrole offshore. Par contre, donc il y a cet exemple et l'efficacité énergétique, mais ces deux questions vont buter sur un problème
qui dit qu'en gros, donc c'est le cas notamment pour tout ce qui est exploitation de ressources non conventionnelles, qu'il va falloir à partir d'un moment utiliser plus d'énergie pour extraire la ressource que ce que ne contient la ressource. Par exemple, les sables et les schistes bitumineux, il faut pour les exploiter les recuire après, et donc ça demande de l'énergie, et du coup ça fait qu'on en revient sur un problème de ressources. Et donc, d'ailleurs, je pense que ça a été souligné dans le rapport de l'AIE, puisqu'il y a une différence qui a été faite entre tout ce qui est ressources fossiles conventionnelles et non conventionnelles. Et il a même été admis dans le rapport de cette année que le pic de production de pétrole conventionnel a été atteint en 2006, à 70 millions de barils jour. Ce que vous dites est exact. Enfin non, est exact. On n'en est pas au point de consommer plus d'énergie que l'énergie qu'on produit. En gros, le pétrole non conventionnel au Canada, si ma mémoire est exacte, est produit... Enfin, pour produire 75, on utilise... Pour produire 100, on utilise 25. Donc, en net, on n'a que 75. Quand on produit 100 barils de pétrole non conventionnel au Canada, on en a utilisé 25 pour le faire. Ce qui est ennuyeux, ce qui est un problème, bien entendu. Si vous y réfléchissez bien, à peu près... toutes les transformations d'énergie sont comme ça. La caricature étant l'hydrogène. Je ne sais pas si vous avez parlé d'hydrogène dans les précédentes conférences. L'hydrogène, franchement, moi je ne crois pas du tout, n'existe pas dans la nature. Il n'existe que sous forme combinée, par exemple, dans l'eau ou dans le méthane. Pour le produire, il faut le casser, par exemple, par électrolyse. Il faut dépenser de l'énergie pour ça. Il faut dépenser infiniment plus d'énergie pour le produire que l'énergie qu'il contient lui-même. Parce que l'électrolyse est un processus qui a un très mauvais rendement. Mais enfin, là, je m'égare par rapport à votre question. Je ne vous ai pas dit qu'il n'y allait pas y avoir de plafonnement de la production d'hydrocarbures. Je vous ai dit que ça ne provient pas des ressources géologiques. À mon avis, ça provient de l'insuffisance des investissements. C'est ça que je vous ai dit. Mais en effet, le pétrole conventionnel, la production de pétrole conventionnel n'a pas augmenté l'année dernière. Et entre parenthèses, tant mieux, parce que c'est la demande qui n'a pas augmenté non plus, en raison de la crise. Comme vous le savez, les stocks de pétrole... ont beaucoup augmenté au cours des derniers mois et ils sont à des niveaux très très élevés, de même que les capacités de production inemployées. Donc ça prouve bien, entre parenthèses, que ce n'est pas un problème géologique, c'est un problème d'investissement et aussi un problème de demande. Mais je ne sais pas si... J'ai pas répondu à toutes vos questions. Pour le Canada, enfin, oui, donc pour le Canada, oui, sauf que bon, aujourd'hui, on est à 25 de dépensés, mais on sait qu'on peut aller jusqu'à 50, puisqu'au-delà de 50, enfin, il y a les ressources pour aller jusqu'à 50, mais au-delà de 50, de toute façon, ce sera pas intéressant à exploiter d'un point de vue énergétique, pas d'un point de vue financier. Et d'ailleurs, j'ai vu des documents qui expliquaient donc les gains des investissements et des retours sur investissement. Et en fait, ça dessine des courbes exponentielles. Enfin, si on inverse les systèmes de coordonnées de la courbe, en gros, c'est pas parce qu'on investissait plus dans la recherche de puits pétroliers que l'on découvrait plus de pétrole de manière proportionnelle. Le gain est de moins en moins important. Oui, c'est vrai, et c'est une des raisons pour lesquelles ça va coûter de plus en plus cher. Absolument. Bonjour. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre exposé et en particulier pour
votre opinion concernant le photovoltaïque. C'est tellement rare d'entendre cette opinion qui me paraît tout à fait juste. Alors, le gouvernement vient de prendre des décisions dans le même sens. Hein. Il les a pris peut-être de façon un petit peu brutale qui n'ont pas plu aux investisseurs qui avaient espéré que ça durerait longtemps. Mais enfin, c'est ils l'ont pris dans le sens concernant les subventions, pas forcément dans le sens concernant la recherche. Mais c'est un autre débat. Ça, c'est bien possible. Oui. Non, la question que je me posais, c'est étant donné que l'Europe a globalement une balance commerciale négative, elle importe globalement des produits qui sont fabriqués par les grands pollueurs que sont les États-Unis et la Chine. Ouais, une des questions que je me posais, c'est est-ce que le moyen d'aboutir à un accord ou de contraindre un petit peu ces pays-là à s'engager sur la piste alors appelons le développement durable ou autrement, peu importe, c'est pas via l'économie. Alors on a parlé de la taxe carbone il y a quelques temps, je ne sais pas si c'est la forme idéale, mais est-ce que c'est pas ce type d'idée qui serait la bonne? Et ça m'amène à penser également à un autre aspect. Vous avez dit que dans les années 70, suite à la pénurie, enfin à la crise pétrolière, on avait été capable d'investir massivement pour un peu devenir plus indépendant du pétrole. Est-ce que une augmentation des prix en Europe, alors par exemple liée à une taxe sur l'importation du pétrole, parce que c'est la principale source d'émissions de CO2 en Europe, ne pourrait pas favoriser les investissements de la part du privé, puisqu'on n'arrive pas à le faire dans le public, pour trouver des moyens de substitution au pétrole? Je suis un fervent partisan des méthodes économiques, donc je vais vous dire globalement d'accord avec ce que vous avez dit. Premièrement, sur la taxe sur le pétrole, elle existe. Je vous rappelle que dans le prix d'un litre d'essence que vous achetez, il y a de l'ordre de 70% de taxes. Hein. C'est d'ailleurs une des choses que nous reprochent amèrement les pays producteurs. Il y avait un ministre que je connaissais bien quand j'étais à l'AIE, le ministre qatari du pétrole, et qui est un rigolo que... Je sais que ce que je dis est enregistré, mais je le dis quand même parce que c'est plutôt sympathique et que j'aime bien. Et il me disait, mais Monsieur Mandil, toute ma production, je vous la donne, cadeau. Toute ma production, je vous la donne. Une seule chose, vous me rendez la moitié des taxes que vous prélevez chez vous sur le pétrole consommé. Et il avait raison en ce sens qu'il aurait gagné plus d'argent. Donc, n'oublions pas que nous avons des tas. Je ne dis pas que c'est mal, mais je dis on l'a, cette taxe que vous appelez de vos voeux, et elle est très très importante, infiniment plus importante en particulier qu'aux États-Unis ou que dans la plupart des pays émergents où au contraire la consommation de pétrole est subventionnée, ce qui est un des graves problèmes. Elle ne l'est que sur les carburants. Elle ne l'est pas, par exemple, pour la production d'électricité ou pour l'industrie pétrochimique. La production d'électricité, il n'y en a pratiquement plus hein, en Europe avec du pétrole. Il y en a pas. Alors, ce que vous voulez dire, c'est qu'on pourrait l'étendre à la production à partir de charbon ou à partir de gaz. Effectivement, il est anormal que certains produits soient beaucoup plus taxés que d'autres. Et c'est en ça que l'idée d'une taxe carbone ou d'un permis d'émission négociable, ce qui était à peu près... ce qui est une autre façon de faire payer le carbone, est une bonne idée à mon avis. Encore une fois, ce qui est important, c'est ce qu'en jargon les économistes appellent faire payer les externalités. Il faut faire payer les émissions de CO2. Il ne faut plus qu'on puisse émettre du CO2 sans que ce soit pénalisant, et comme ça, on fera des meilleurs choix. Maintenant,
même moi qui suis un fervent partisan de l'économie de marché, il faut reconnaître que parfois ça ne marche pas parce que le marché peut être extrêmement imparfait dans le cas des économies d'énergie. Je vais vous donner 2 exemples simplement pour que vous compreniez ce que je veux dire par là. Premier, c'est l'exemple très classique dans les cours d'économie du paradoxe du propriétaire et du locataire d'un appartement. Le locataire, reçoit sa facture d'énergie, sa facture d'électricité et de gaz. Il la trouve beaucoup trop élevée. Il se dit, nom d'une pipe, il faut faire des travaux d'isolation dans mon appartement. Petit problème, les travaux d'isolation doivent être financés par le propriétaire. Et le propriétaire ne voit vraiment pas pourquoi il ferait des dépenses importantes d'isolation dont il n'aura aucun profit, sauf peut-être de façon très aléatoire et éloignée dans le temps, le jour où il revendra son appartement. Ce paradoxe, si vous y réfléchissez, il arrive très souvent. C'est le cas où le signal de marché, le signal prix, n'atteint pas le décideur. Le signal prix atteint le locataire et le décideur, c'est le propriétaire. Il y a d'autres exemples, vous y réfléchirez. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Il n'y a qu'une seule solution, c'est réglementer. Et même dans les économies libérales, il y a des cas où il faut réglementer. Il faut un code de construction pour obliger les États, les bâtiments à avoir des performances énergétiques suffisantes. L'autre exemple, c'est le cas où le signal prix atteint le consommateur, mais est tellement faible ou perturbé par tellement d'autres considérations qu'il n'est pas efficace. Alors, je vous interroge, vous tous qui êtes dans cette salle, et je m'interroge tout autant, je me mets dans la même catégorie que vous. La dernière fois que nous avons acheté un ordinateur, lequel d'entre nous a demandé au vendeur quelle était la consommation de l'ordinateur en veille ? S'il y en a un dans cette salle, il faut qu'il se lève, qu'on le photographie, qu'il figure dans les annales de la Cité des sciences et de l'industrie, parce que c'est votre cas ? Voilà, bon, je demanderai aux organisateurs de vous photographier. Bon, pour la plupart, nous ne le faisons pas. Pourquoi ? Parce que... et nous ne le ferions pas même si l'électricité était 3 fois plus chère, parce que de toute façon c'est une consommation très faible, parce que nous avons tellement d'autres choses à demander aux vendeurs, combien de mégabits, combien de gigaoctets, bon. Et donc nous ne le faisons pas. Et pourtant, il y a des ordinateurs qui consomment beaucoup en veille, il y en a d'autres qui consomment peu. Leur prix n'est pas très différent. Et si dans le monde il n'y avait que des ordinateurs consommant peu, eh bien, on pourrait économiser la puissance produite par plusieurs centrales nucléaires. Donc, ce n'est pas dérisoire. Mais, là encore, le signal ne marche pas, il est trop faible, sauf pour vous. Et donc, il faut réglementer, là aussi, des normes de consommation. Donc, je crois énormément à l'efficacité énergétique. Je crois que ça va être la principale des sources de progrès dans les prochaines années dans le domaine de l'énergie et du changement climatique. Je crois aussi beaucoup aux outils économiques, et notamment soit une taxe carbone, soit un permis d'émission. Mais je crois que ce n'est pas incompatible avec de la réglementation là où le marché ne fonctionne pas bien, il n'est pas parfait. Oui, j'aimerais juste ajouter par rapport à ce que disait mon voisin qu'il y avait un peu, je pense, une question cachée, c'est-à-dire la création d'une espèce de protectionnisme écologique en Europe, c'est-à-dire d'ajouter des taxes pour les produits qui sont importés s'ils ont un coût écologique important, que ce soit en termes de pollution des sols et des rivières ou même en termes de production de carbone. Parce je crois aussi qu'il ne faut pas oublier qu'on se focalise beaucoup sur le carbone, mais ce n'est pas forcément la chose la plus polluante en termes d'impact écologique sur la planète ou les écosystèmes. Donc est-ce que, même si vous êtes un fervent admirateur de l'économie de marché, comme vous le dites, la notion de protectionnisme vous pose un problème ? Oui, elle me pose un petit problème général parce que je crois que l'amélioration des échanges a quand même beaucoup contribué à la prospérité de la planète et donc il faut
faire très très attention quand on manie le protectionnisme. En plus, ce petit côté nationaliste qui me paraît très très dangereux. Mais je pense surtout que c'est une mesure extraordinairement difficile à mettre en œuvre et puis qui peut parfois avoir des effets boomerang. Je vous donne un seul exemple. Est-ce que vous savez où sont les cimenteries les plus performantes au monde, celles qui émettent le moins de CO2 par tonne de ciment? Eh bien, si vous ne savez pas, je vais vous le dire, elles sont en Chine. Et pourquoi est-ce qu'elles sont en Chine d'ailleurs? Si on y réfléchit, c'est pour une raison évidente. C'est que la croissance de la production chinoise est telle que la Chine est tout le temps obligée de construire de nouvelles cimenteries. Et les meilleures cimenteries, c'est toujours les dernières construites, qu'elles soient en Chine ou aux États-Unis, où on n'en construit pas d'ailleurs, ou en Europe. Donc le pollueur n'est pas toujours celui qu'on croit. J'ajoute qu'il y a quand même une autre façon. Alors là, vous allez me dire, je ne suis plus du tout dans le registre de l'économie, je suis dans le registre de la morale, ce qui n'est pas ce que j'ai fait jusqu'ici. Il y a quand même une autre façon de faire, c'est d'être soi-même sobre, et pas simplement sobre en énergie, mais sobre aussi en consommation, ou en tout cas d'être intelligent. C'est-à-dire que consommer des produits agricoles qui viennent par avion de l'autre bout de la planète, ça ne me paraît vraiment pas quelque chose que nous devrions continuer à faire. Alors même là, il faut être prudent d'ailleurs, parce que moi j'ai dit ça un jour dans une réunion internationale, et je me suis fait agresser à la sortie par le ministre kényan qui m'a dit « Mais vous vous rendez compte, si vous ne consommez plus mes haricots verts, c'est la faillite du pays. » Bon, ça peut sans doute pas se faire du jour au lendemain, mais je continue à penser que cette frénésie qui nous conduit, nous, à consommer 12 mois par an des produits frais venant de l'autre bout de la planète est un type de comportement que nous allons devoir progressivement abandonner. Le mieux est que nous le fassions sans que ça nous fasse de la peine, parce que ça sera de meilleur cœur. Donc je suis pas très très enthousiasmé par les mesures protectionnistes autoritaires sous forme de quotas, d'interdictions, de taxes. Il faudra peut-être en faire de temps en temps pour se protéger de situations impossibles. Peut-être que ce sera nécessaire pour éviter que si nous mettons des taxes ou des prix de carbone élevés en Europe, un certain nombre d'industries fortement émettrices émigrent dans d'autres pays. C'est vrai, mais je pense qu'il faudra utiliser cela avec beaucoup, beaucoup de circonspection. Moi, j'ai tout mon temps. Je sais qu'il était prévu que cette réunion se termine à 20h. Il est 20h17. C'est un petit peu ma faute parce que j'ai été trop long dans mon exposé introductif. Mais enfin, si vous souhaitez qu'on continue, moi, je n'ai pas de problème. On va prendre peut-être la dernière question. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Que pensez-vous du renversement de pouvoir entre les NOC et les compagnies internationales pétrolières ? Il est complet. Si je voulais revenir une seconde sur le peak oil, je dirais que je ne crois pas au peak oil, ça vous l'avez compris, mais en revanche, il y a un peak oil pour les compagnies internationales. C'est-à-dire les grandes compagnies internationales, celles qu'on appelle les majors, nous disons 5, les Italiens disent 7, parce que ça leur permet de mettre l'ENI dedans, enfin bon. Les très grandes compagnies internationales, elles, ont de plus en plus de difficultés et de plus en plus de mal à maintenir leur production pétrolière parce qu'elles ont accès de façon très imparfaite, voire parfois elles n'ont pas accès du tout aux meilleurs gisements et aux plus abondants qui sont situés dans les pays où il y a des NOC, c'est-à-dire des compagnies nationales.
Oui, tout le monde n'est pas familier avec ce jargon que vous maniez vous très bien. IOC, c'est International Oil Company, et NOC, c'est National Oil Companies. L'essentiel des réserves pétrolières est détenu par les NOC, par les compagnies nationales. Une fraction croissante de la production est détenue par les NOC et est assurée par les NOC. Donc c'est un renversement complet. Le problème est un peu compliqué par le fait qu'il y a NOC et NOC. Parmi les NOC, il y en a qui sont vraiment extrêmement bonnes sur tous les plans, extrêmement puissantes sur le plan financier, mais extrêmement bonnes sur le plan technique également. Je peux vous en citer deux dans des pays très différents. L'une, c'est Saudi Aramco, donc la compagnie nationale saoudienne. L'autre, c'est Petrobras, la compagnie nationale brésilienne. Mais il y en a d'autres. Ce sont deux compagnies prises à titre d'exemple qui sont parmi les meilleures, non seulement sur le plan de leurs ressources financières et sur le plan de leurs ressources pétrolières, mais aussi sur le plan scientifique, technologique et de qualité du management. Il y en a d'autres, alors comme je suis moins positif, je ne vais pas les citer, qui n'en sont pas du tout à ce stade-là. Dans tous les cas, je pense que, et d'ailleurs c'est ce que disent maintenant les grandes compagnies pétrolières internationales, la seule solution qui s'offre à eux, c'est la coopération, c'est de travailler ensemble. Qu'est-ce que peuvent apporter, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que peuvent apporter chacun des partenaires? Qu'est-ce que peuvent apporter les compagnies internationales dans un partenariat? Essentiellement, leur compétence qui est encore assez peu partagée dans les compagnies nationales, du montage économique et financier et opérationnel de projets gigantesques, de très très gros projets très compliqués avec des financements sur plusieurs dizaines de milliards. Ça, c'est vraiment une compétence des compagnies internationales. Vous voyez, par exemple, lorsque Gazprom, qui est pourtant une immense compagnie, la plus grande compagnie gazière mondiale, qui est russe, a décidé la mise... elle n'a pas encore décidé, a envisagé la mise en œuvre d'un gisement extraordinairement compliqué en mer de Barents par des conditions météorologiques extrêmement dures, le gisement de Stockman. Elle a considéré qu'il fallait qu'elle aille chercher un partenaire, non seulement pour les aspects techniques, mais surtout pour la gestion de l'ensemble du projet, et elle a choisi Total. Donc, je crois que c'est ça que peuvent apporter les compagnies internationales. Et ce que peuvent apporter les compagnies nationales, bien entendu, c'est ce qu'on appelle en jargon leur domaine minier, c'est-à-dire l'accès à des ressources, géologiques en terre. Mais il n'y a pas, me semble-t-il, d'alternative à une coopération, et la plupart des compagnies disent cela. Et vous ne pensez pas que ça peut apporter des tensions, justement, géopolitiques, vu que c'est le thème de... Il y a une chose qui est claire, je ne sais plus si je l'ai dit aussi clairement tout à fait au début de mon exposé, j'ai peut-être oublié de le dire. L'essentiel des réserves existantes se trouve, des réserves connues de pétrole et de gaz, se trouve entre les mains des compagnies nationales des pays producteurs. Ça, de toute façon, je veux dire, avec ou sans coopération, nous allons dépendre de plus en plus des pays de l'OPEP pour le pétrole et du trio Russie, Iran, Qatar pour le gaz. Ça, c'est sûr. Alors, à nous d'essayer néanmoins de diversifier et surtout de faire en sorte que dans nos consommations tout court, pas simplement nos consommations d'énergie, c'est-à-dire dans notre économie, dans notre produit intérieur brut, le pétrole et le gaz pèsent moins.
C'est ce qui a été réussi de façon assez exceptionnelle depuis 1974. Mais il faut que ça continue. Pour le gaz, nous dépendrons toujours de plus en plus des trois que je viens de mentionner. Et pour le pétrole, nous dépendrons toujours de plus en plus des pays de l'OPEP. Ça, c'est tout à fait incontestable. Moi, je ne suis pas trop inquiet parce que je pense qu'ils ont retenu la leçon, comme je le disais au début, de l'embargo de 1973. Mais je pense d'une part que ça se traduira certainement par des prix plus élevés. Moins de fournisseurs, ça fait des risques de prix plus élevés. Et deuxièmement, que pour les compagnies internationales, enfin je ne fais que répéter ce que je viens de dire, il n'y a pas d'alternative à une coopération, si elles veulent survivre elles-mêmes. Ça prendra du temps, parce que c'est des compagnies très puissantes qui sont... elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Mais leur perspective stratégique à très long terme est bouchée si elles ne vont pas vers une coopération avec les compagnies nationales. Merci. Voilà. Merci infiniment. Merci pour ces questions.